Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau journal de lecture. Si je suis dans cette pièce, c'est que les enfants sont à la maison, donc on est mercredi. Alors, j'ai clôturé le précédent journal de lecture hier. Donc je vous ai dit que j'ai commencé L'immeuble de la rue Cavendish, le tome 3, Lucie se rebiffe de Caroline Kantz en lecture commune avec Alicia. Et j'en suis au chapitre, je me suis arrêtée en milieu de chapitre 11. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je crois que pour l'instant, c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur que j'ai eu jusque-là. Le 1 était très bien. Le 2, je vous avais dit, j'ai trouvé ça un peu bof. Mais alors celui-là, il est vraiment très très bien. Je trouve qu'au niveau des émotions, au niveau de la personnalité de Lucie, j'ai trouvé ça plus travaillé. Et c'est plus émouvant, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Je pense que je vais pouvoir le lire ce soir, pas dans la journée, parce que le mercredi, avec les activités des enfants, on court partout. Et du coup, nous sommes allés aussi à la médiathèque. D'habitude, j'y vais l'après-midi entre deux activités, mais là c'est compliqué parce que je peux pas avoir tous les enfants avec moi et du coup, ils peuvent pas choisir eux-mêmes, ce qui est quand même moins bien. Donc là, on y est allé ce matin et j'avais pas prévu de prendre de livres parce que j'en ai déjà plein à la maison. Et j'ai pas pu m'empêcher vu qu'elles ont rencontré des copines et qu'elles discutaient. Je me suis dit bon, je vais aller dans le coin adulte et voir quand même ce qu'il y a. Et j'ai pas pu m'empêcher de prendre des livres. Je viens de lire un Nicolas Beuglet, mais du coup j'avais envie de savoir ce qui s'était vraiment passé dans les enquêtes de Sarah, qui est l'enquêtrice qui est avec Grace dans le dernier livre que j'ai lu. Et donc je suis allée chercher du côté de Nicolas Beuglet, donc j'ai trouvé Le Cri. Je sais qu'après, à la fin, il y a Le Complot. Il y était aussi. Et je crois que par contre c'est une trilogie, donc il faudra que je regarde quel est le titre du troisième parce que je ne l'ai pas vu à la médiathèque. Et je sais qu'il a écrit un livre aussi, Nicolas Beuglet, avant cela, qui était quelques années auparavant avec un autre nom, avec un nom d'emprunt. Bref, je regarde avec son nom d'emprunt s'il est à la médiathèque. Parce que comme ils sont classés par ordre alphabétique, il n'était pas au même endroit. Donc je regarderai ça la prochaine fois. Donc c'est un thriller. Je sais pas, la couverture avec de la neige, comme ça je dis bah c'est de saison, hein, on se trouve des excuses comme on peut. Ensuite, j'ai pris Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Bon, alors là, c'est juste le titre qui m'a fait... J'ai trouvé ça rigolo. Je pense que ce sont des lettres. Je vois quelques lettres par-ci par-là en feuilletant. C'est aux éditions Nil. Je connaissais pas du tout. Je trouve franchement que la couverture est sympa. Et je crois en avoir entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Ça me dit quelque chose. Quelqu'un a dû faire une chronique, je sais plus. Je me souviens plus de l'histoire. Mais apparemment, ça se passe en Bretagne, à Guernesey. Donc, et quand je vois janvier 1946, je me dis que ça peut être sympa. Donc ça a l'air d'être quelque chose plutôt historique. On verra bien. C'est de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes après. Je ne sais pas si finalement Guernesey c'est en Bretagne. J'ai dit ça, mais en fait je sais même pas. Ça me fait penser à une île bretonne, mais en fait peut-être pas. Ça peut être aussi une île, les îles anglo-saxonnes qui sont pas trop loin de la France. Je sais pas, j'ai couru, j'ai regardé sur Google. Là j'ai un gros doute. Mais en tout cas ça me faisait envie, même si il est quand même gros. Il fait... Ah, les pages doivent être épaisses. Bon, il fait à peu près 400 pages. Ça va pas m'aider à réduire ma palle personnelle, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, je suis tombée par hasard. Je regardais les livres de Clarisse Sabat et je suis tombée sur celui-ci, Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché, de David Saffier. Alors là, franchement, je ne sais pas de quoi ça parle, mais me suis dit, il faut absolument que je lise ce livre. Alors, de quoi ça parle? LOL, qui n'est plus un veau depuis un moment mais encore trop jeune pour être une peau de vache, surprend Champion, taureau de son cœur, en pleine saillie avec cette garce de Suzy. Son cœur et ses 3 estomacs en sont retournés et tout va naturellement de mal en pis puisque le fermier a décidé de vendre le troupeau à l'abattoir pour en faire du steak.
Bon, apparemment, ça a l'air d'être très très drôle. Ça a l'air très drôle, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour couper entre quelques thrillers. Voilà, sachant que les livres, je peux les garder un mois, ceux de la médiathèque, donc voilà, je me dis, j'en ai pris 3, j'ai quand même été sage, parce que j'ai regardé du côté de Camilla Lagerberg, je suis allée voir du côté de Stephen King, je suis allée voir du côté de... qui d'autre de Zoé Brisby, mais Brisby, ils avaient que le livre que j'avais déjà lu, donc c'était pas intéressant. Alors, je suis allée fouiller un peu, j'aurais pu prendre d'autres livres, mais je me suis raisonnée et je me suis dit, je suis pas obligée de les lire tout de suite. J'ai un mois pour les lire, donc voilà. Parce que après, souvent, je prends des livres, je me dépêche de les lire, je les ramène, la semaine d'après, j'en prends d'autres. On va se calmer, j'ai une palle qui est trop grosse à mon goût, donc il faut vraiment que je les lise. Et donc voilà, donc je reviendrai vous parler de la rue Cavendish quand je l'aurai terminé. Et je vous dis à très très bientôt. Me revoilà. Non pas pour parler de lecture, mais pour parler achat. Je me suis commandé quelques livres de Noël sur Vinted la semaine dernière. Moi, je crois que c'était la semaine dernière. Et j'ai reçu à l'instant. Et j'ai pas envie de faire un book haul pour montrer que des livres pour Noël. Donc, lui, autant l'inclure dans le journal de lecture. Alors, j'ai fait une seule commande chez la même personne. J'ai acheté 5 livres et elle m'en a offert un, ce qui est hyper gentil. Alors, je vais commencer par celui qui n'est pas de Noël. Je me suis acheté 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, ce que vous avez pu voir si vous suivez mes vlogs depuis quelques mois. Vous savez que j'ai beaucoup aimé les 2 que j'ai lus de cette autrice. Et celui-ci, je l'avais encore vu nulle part, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc ça, c'est vraiment top. 9 parfaits étrangers, du Liane Moriarty, donc ça se passe sûrement en Australie, avec une piscine. Ça me dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Station thermale de rêve. 10 jours de cure pour tout changer. J'en lis pas plus, j'aime être surprise. Il est en excellent état. À part un petit peu le coin qui est un petit peu corné, mais franchement, on dirait qu'il n'a même pas été lu. Le dos n'est pas du tout cassé. Donc voilà le premier. Et les autres, c'est que du Noël. Oui. Alors, j'ai en format poche de chez Charleston, j'ai Passé Noël en Alaska de Debbie Macomber. Tout joli, comme ça. De quoi ça parle? Une tendre comédie romantique de Noël saupoudrée d'un soupçon de magie. Vous savez que je ne suis pas très romance, mais de temps en temps, pourquoi pas. L'année dernière, j'avais lu 4 romans de Noël qui étaient des romances, donc un petit peu, ça fait pas de mal. Il fait à peu près 200 pages, voilà. Je ne vais pas lire le résumé parce que je vais le lire dans pas longtemps. Ensuite, d'Angelina Delcroix, j'ai mis Qui meurt à Noël. Vous avez vu cette couverture? Elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Rien que la couverture, ça me donnait envie de l'acheter. Donc chez Hugo Poche en suspense. Ouais, Cupcake Fatal à Noël. On sait que ça se passe à Noël, il y a quelqu'un qui meurt, j'en sais pas plus, mais je veux pas en savoir plus. J'ai entendu beaucoup de bien d'Angelina Delcroix ces derniers temps, notamment sur la chaîne de Triple L de Mag. Donc je veux pas en savoir plus, je me réserve la surprise. Ensuite de Juliette Bonte, ou Bonté, je ne sais pas, Rendez-moi Noël. Là la couverture est plutôt simple, mais je trouve qu'elle fait son petit effet aussi. Ah, on m'appelle, forcément on est mercredi. Et là c'est chez HarperCollins Poche. Je continue. Donc le Rendez-moi Noël, ça se passe en Écosse. Les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Une histoire de Noël entre tradition et enquête avec de la légèreté, beaucoup d'humour. La famille au cœur de l'histoire et une petite romance en bonus. Ok. Ouais, ça a l'air franchement très très sympa. Et je crois que j'en ai un autre de cette collection dans ma palle, mais je suis pas sûre, c'était pas un roman de Noël. Donc voilà. Et le dernier que j'ai choisi moi-même, c'est Un hiver pour s'écrire dans Angeles Donate. Angeles Donate. Je ne sais pas, je ne parle pas espagnol. Moi j'ai fait allemand, donc je ne sais pas. Chez Calman Velevi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, l'autrice est bien espagnole. L'hiver arrive dans le petit village de Port-Venir et avec lui une mauvaise nouvelle, le bureau de poste va fermer. Oh,
Zut, je lis pas plus, ça a l'air trop chouette. L'histoire de lettres, de postes, les habitants qui vont sûrement s'entraider et s'unir pour protéger leur bureau de poste, leur village et tout ça. Franchement, ça a l'air trop bien. Donc, je crois que là, pour le Noël, pour le mois de décembre, j'ai énormément de livres. Je pensais pas lire que des trucs qui se passent à Noël, mais je crois que là, je vais en avoir besoin. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans mes livres, dans mes histoires. Et je me dis qu'avoir des choses qui se passent à Noël, ça peut faire que du bien, en fait. Et, ah oui, j'ai oublié le livre que la personne m'a ajouté dans mon colis. C'est Noël et préjugés. Donc, c'est... je crois que c'est un ensemble de nouvelles. Non ? Pour Noël, Eva se voit offrir une cure d'amaigrissement détox en Savoie. Cassandra a un séjour de rêve dans un hôtel perdu dans les montagnes. Si, voilà, c'est la team rom-com. Il y en a un autre qui est sorti cette année qui n'a pas le même titre, je me souviens plus. On l'a vu beaucoup sur Instagram. Et donc là, les auteurs, c'est Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille. Ok, bah j'en connais pas beaucoup. Je connais Adèle Bréau et Marie Vareille. Tony Béard, je connais juste le nom, mais j'ai jamais lu de livre. Et les autres, je ne connais pas du tout. Le retour des stars de leur comédie romantique. Bon, celui-là, ça sera pas le livre que je vais lire en priorité, étant donné que c'est même pas un livre que j'avais choisi. Mais pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était Vinted. Et j'ai un petit peu craqué. C'est à cause de mon fils, on va dire que c'est à cause de mon fils. Parce que mon fils m'a dit dimanche soir que en cours de français, il devait lire le Horla. Et j'ai dit, tu aurais pas pu me le dire avant. Et comme je pensais que c'était urgent, je me suis tournée vers Amazon. Sauf que Amazon, maintenant, quand on commande des livres, il y a 3 € de livraison systématiquement, sauf si on arrive jusqu'à 35 € de livres. Et je me dis, je vais pas payer 3 € de livraison pour un livre qui coûte 3 €. Ça me rendait un petit peu malade, donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir dans les livres que j'avais mis dans ma liste d'envie pour peut-être les ajouter ici. Et notamment, j'avais les Mémoires de la forêt, qui me font envie depuis des mois, mais je les trouve pas d'occasion, ils sont tellement chouettes que personne ne les revend. Et donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2, même si là c'est le tome 3 qu'il faudrait acheter parce qu'il va se passer en hiver, mais il faut bien commencer par le premier. Donc franchement, ils sont magnifiques. Je les ai beaucoup vus sur Instagram et sur YouTube, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi beaux que ça, je pensais pas qu'ils étaient aussi gros que ça en plus. Parce que ils font... ce que je vais trouver. Ouais, ils font 300 pages. Et donc, la couverture est magnifique, je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Et en plus, il est illustré. En fait, c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas Les Mémoires de la forêt, c'est écrit par Michael Brun-Arnaud, qui est un neuropsychologue, je crois. Neuropsychologue ou neuropsychiatre, je ne sais plus. Donc, Mémoires de la forêt, ça fait référence au cerveau, enfin, à tout ce qui est autour de la mémoire. Et je crois que c'est autour de la maladie d'Alzheimer et tout ça. Et en fait, donc c'est un roman jeunesse qui est à partir de 9 ans, mais qui a un double sens. Les enfants peuvent le lire, mais visiblement, quand on le lit en tant qu'adulte, on voit d'autres choses encore que les enfants ne sont pas capables de comprendre. Donc, il y a des messages pour tout le monde, donc j'ai trouvé ça très chouette. J'avais très envie de les lire. Bon, je les ai pris pour mes enfants. Je pense que tout le monde va les lire, enfin en tout cas les 3 grands, s'ils en ont envie. Mais moi, ils me font trop envie ces genres de livres que j'aurais adoré avoir quand j'étais enfant. Donc le premier, c'est Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Et le deuxième, c'est Les carnets de Cornelius Renard. C'est illustré par Sanoé. Franchement, ils sont magnifiques. J'ai qu'une envie, c'est d'acheter le troisième, mais je vais attendre un petit peu. Je reçois cet facteur. Et donc, j'en étais où? Donc voilà, donc j'avais très envie de les lire, les livres magnifiques. Mais bon, j'ai surtout acheté pour mes enfants. Alors je sais pas si je vais attendre Noël pour les offrir ou si je vais leur donner avant. Ça c'est, est-ce que je vais résister ou pas? C'est pas sûr. Et enfin, dernier que j'ai acheté, parce qu'il fallait que ça fasse 35 €, hein, c'est vraiment juste pour ça. Le dernier Mortelladel et les reliques du chat lune. Il y a un autre Mortelladel qui est sorti le 2 novembre, que je leur avais acheté dès la sortie. Et celui-ci est sorti aussi au mois de novembre. Ça fait juste quelques jours.
Et je sais qu'ils les adorent, les Mortellades, et franchement, ceux-là, ils sont magnifiques. Je leur avais déjà acheté le premier avec le truc des bizarres, je sais plus, la galaxie des bizarres. C'était un Noël, soit le Noël précédent, soit celui encore d'avant, je ne sais plus. J'arrive plus à me souvenir des moments. En tout cas, je sais qu'on était dans cette maison, donc c'est soit au Noël dernier, soit celui d'avant. Ça peut pas être plus loin. Voilà. Mais il est trop beau. Et ça, pareil, je sais que ça, ils vont être super contents. Et pareil, celui-là, je vais essayer de résister, juste de le garder caché jusqu'à Noël pour leur offrir à Noël. Ils seront très contents. Donc voilà pour mes achats. J'espère que je ne vais pas en faire d'autres parce qu'il faut pas. Je peux pas lire tout ça sinon. C'est pas possible. Allez, je vais ranger tout ça et je vous reprendrai quand j'aurai terminé l'immeuble de la rue Cavendish. Me revoilà, nous sommes vendredi. Je viens vous parler donc de ma lecture qui s'est terminée hier soir. L'immeuble de la rue Cavendish. Ah oui, vous avez la lumière. L'immeuble de la rue Cavendish, le tome 3 qui s'appelle Lucie se rebiffe. C'est de Caroline Kantz aux éditions Les Escales, mais il existe aussi en format poche chez Pocket, je crois. En tout cas, j'ai lu le 2 chez Pocket, donc je pense que le 3 et 4 sont sortis aussi. Pas sûr, je vous dis des bêtises. Donc là, en tout cas, c'est la version Les Escales en semi-broché, qui est très agréable à prendre en main et à lire parce que c'est quand même assez aéré, alors que le Pocket, c'est vraiment très serré. Et il fait un petit peu moins de 300 pages. Et il se lit très facilement. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur l'histoire, donc que ce soit dans le tome 1, le 2 ou le 3, on suit dans chacun des tomes, on suit un des habitants de l'immeuble. Le 1, c'était Margot, le 2, c'était Charlotte. Et donc, dans le 3, c'est Lucie. Et Lucie, on ne la connaissait pas avant, parce qu'au début du roman, elle emménage dans cet immeuble, au premier étage. Elle a 74 ans, donc c'est une dame âgée qui vient de perdre son mari. Et en perdant son mari, eh bien, elle s'est rendue compte qu'en fait, ses enfants en tout cas lui ont demandé de vendre l'appartement dans lequel elle était pour en racheter un plus petit et qui coûte moins cher. Elle a très mal vécu, elle trouve que ses enfants sont ingrats et du coup elle se sent déclassée parce qu'elle avait un grand appartement de standing dans le 19e arrondissement de Paris. Là elle se retrouve dans le 17e, dans un appartement vieillot, tout petit. D'ailleurs quand elle arrive dans cet immeuble, elle n'a pas assez de place pour mettre tous ses meubles, donc ça s'entasse. Il y en a même qui restent sur le palier tellement ça rentre pas. Et donc au début, elle nous paraît un petit peu antipathique parce qu'elle est vraiment pas... Enfin, on sent qu'elle est méchante même avec les déménageurs. Donc ça part mal, mais en fait c'est juste une façade. On va la découvrir tout au long du roman. Il va lui arriver pas mal de choses. Au début pas très joyeuse, mais elle va rebondir. Et du coup ça aborde plein de thèmes dans ce roman. Ça aborde le thème de la vieillesse parce qu'elle a quand même 74 ans. Ça aborde le thème des relations entre les enfants et les parents en vieillissant. Ça aborde le thème de la solitude. Ça aborde aussi le thème de l'abus de faiblesse, de la manipulation, de l'amitié, parce que dans ce roman, on nous parle beaucoup de l'amitié qu'elle a avec Evelyne et Martha, qui sont amies avec elle depuis 60 ans. Elles se sont rencontrées au collège, je crois. Et elles ne se sont pas quittées depuis, elles sont de grandes amies et ça va avoir beaucoup d'importance dans ce roman. Donc voilà, donc c'est quand même très chouette. Et au fur et à mesure des chapitres, elle va rencontrer différents personnages, enfin différents habitants de l'immeuble qui sont aussi des personnages des tomes 1 et 2. Pas tous, on les retrouve pas tous, mais en globalité la plupart quand même. Et chose importante aussi, c'est que dans ce tome-là, on n'a plus la même concierge. Dans le tome 1 et 2, c'était une concierge... absolument abominable. et du coup, là, on a une nouvelle concierge qui n'a rien à voir et ça donne un tout autre aspect à cette histoire. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et comme je vous disais, l'immeuble aussi a une histoire. On n'en sait pas beaucoup plus dans ce tome-là. On apprend 2-3 petites choses, mais pas encore assez pour savoir ce qui s'est passé dans cet immeuble longtemps auparavant. Mais ça s'enrichit petit à petit. Donc là, c'est le tome 3.
Le tome 4, ça se passe autour d'Hermione. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je sais pas du tout. Celui-ci, je l'ai lu en lecture commune avec Alicia. Je sais qu'elle ne l'a pas encore, donc je verrai avec elle si elle veut qu'on lise ensemble. Eh ben, on lira ensemble, je l'attendrai. Et je sais qu'après le tome 5, il sort en janvier 2024, donc dans pas très 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 longtemps. Mais au final, je sais pas combien il y aura de tomes. J'espère qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'on fasse durer le plaisir plus longtemps. Mais voilà. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. Je vous le recommande si vous aimez les histoires qui parlent de notre quotidien, de gens simples, des histoires simples. Voilà, c'est une belle histoire. C'est une série qui est vraiment très chouette à découvrir. Et en plus, comme ça se passe dans Paris, dans une vraie rue, un vrai immeuble, parce qu'en fait, Caroline Kant, elle s'est inspirée justement de ce qu'elle a vécu dans un appartement de la rue Cavendish. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on est vraiment en immersion dans ce quartier parce qu'elle le connaît très bien, donc elle nous le décrit très bien. Et c'est comme si on y était. Et donc, juste après avoir fini ce livre hier soir, j'en ai commencé un autre. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog, je crois. Ouais. Je vous avais dit qu'après, j'allais commencer celui-ci. Donc, ce sont Les Enfants Véritables de Thibaut Bérard, aux éditions J'ai lu. Je l'avais reçu avec la Cube. Je ne vais pas lire le résumé parce que vous savez que j'aime pas. Je risque de me faire spoiler et du coup, ça gâche toute la lecture. J'ai lu que le premier chapitre en entier, là j'en suis au chapitre 2, donc ça fait à peu près 30 pages, donc je ne sais pas grand chose. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment ça se passe autour de Chloé. Dans le premier chapitre, elle est enfant, elle a 7 ans, on assiste à une scène avec son papa. Et dans le deuxième chapitre, elle est adulte, elle a 20 ans. Donc voilà, c'est une jeune adulte. Donc entre les deux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on va le découvrir je pense tout au long de l'histoire. C'est raconté par la maman de Cléo, qui est absente dans le premier chapitre. Elle nous raconte l'histoire alors qu'elle n'est pas avec eux. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est comme si elle avait des yeux, comme si elle était présente mentalement avec les personnages, mais elle n'y assiste pas, donc elle nous raconte les choses. Elle nous raconte des scènes entre Cléo et son papa, où elle nous dit clairement qu'elle n'est pas là. Mais elle nous raconte ça. Et dans le deuxième chapitre, pareil, elle nous raconte la vie de Cléo. On sait que c'est la maman, mais elle n'est pas présente. Donc c'est assez bizarre quand même. Mais c'est pas dérangeant. Enfin, une fois qu'on le sait, voilà. Et donc je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que Les Enfants Véritables, je pense que ça va être une question de filiation, d'histoire d'amour d'enfants. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime les enfants qui sont de notre propre sang plus que des enfants qu'on aurait adoptés ou qu'on aurait recueillis? Je pense que ça va tourner autour de ça. Après, j'ai pas lu le résumé, donc je peux pas vous en dire plus. En tout cas, je pense que c'est ça. Je pense que ça parle de l'amour qu'on a envers ses enfants. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'aime bien la manière dont c'est écrit pour l'instant. Ça n'a rien à voir avec celui-ci. Parce que là, on a quand même pas mal de dialogues, c'est des choses de la vie quotidienne, ça passe tout seul. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on s'attache plus aux personnalités des gens, ce qui fait qu'on les aime, ce qui fait qu'ils sont plus forts ou protecteurs. Voilà. Enfin, ce sont plutôt des impressions plutôt que des faits. Et donc ça donne un aspect totalement différent, un peu poétique, mais pour l'instant j'aime. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman, sachant que je crois que c'est pas son seul roman à Thibaut Bérard. Donc si j'aime, j'irai voir ce qu'il propose d'autre. Et donc voilà, en plus cette couverture, je la trouve vraiment belle. Ce jaune comme ça avec cet arbre, comme si c'était un arbre généalogique en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça va être ma lecture de ce week-end, parce qu'il fait quand même 300 pages. Donc voilà, ça va m'occuper ce soir, samedi, dimanche. Et je viendrai donc vous en reparler lundi ou mardi. Ouais, ça va dépendre de ma disponibilité ces 2 jours-là. Voilà, à plus tard. Me revoilà pour clôturer ce journal de lecture. Nous sommes mardi. Donc, comme je vous avais dit, ma lecture du week-end a été celle-ci, Les Enfants Véritables de Thibaut Bérard. C'est une histoire qui n'est pas simple à résumer. Je vais vous lire la 4e de couverture, je pense que ce sera le plus simple. Clio est une jeune femme solaire. Pourtant, tout n'est pas que lumière dans son monde. Entre les absences de sa mère, herbe folle,
et les sacrifices de son père, Shen, elle a grandi au cœur d'une histoire familiale tourmentée. Mais par-delà ses failles et ses blessures, elle avance. Lorsqu'elle croise le chemin de Théo, lui aussi accidenté de la vie, elle est bien décidée à lutter pour leur droit au bonheur. Théo est veuf, il a 2 enfants. Comment les choses pourraient-elles être simples? Alors, je vous dis que ça, parce que je trouve que déjà ils vous en disent beaucoup. C'est un roman qui est en 3 parties. On a la première partie qui est racontée par la mère de Cléo, qui n'est pas présente, mais elle, c'est comme si en fait elle était là sous forme d'ange, en fait, omniscient, ou comment on dit quand quelqu'un qui voit tout, je sais plus. C'est horrible, maman. On doit faire tout ça. Ah ouais. Tu peux arrêter. QRS. TUV. TUVWXYZ. Voilà. Donc je disais que c'était en 3 parties. La première partie est racontée par la mère de Cléo, qui nous raconte des événements auxquels elle n'a pas assisté, donc c'est quand même assez bizarre. Ensuite, la deuxième partie est racontée par le père de Cléo, enfin c'est commenté en fait par le père de Cléo, à un moment où il n'est pas non plus dans la vie de Cléo, donc c'est quand même assez bizarre. Et la dernière partie est racontée par Cléo elle-même. Bon, je crois que dans la séquence d'avant, je vous avais dit Chloé, mais en fait c'est Cléo. Et en effet, c'est bien ce que j'imaginais. C'est un livre qui parle des liens familiaux entre les frères et sœurs, les parents et les enfants, qu'on ait des liens du sang ou pas, que ce soit des personnes adoptées, des personnes... on parle de famille recomposée au sens large. Enfin, c'est quand même l'histoire de Cléo, mais on nous raconte son enfance, qui est une enfance déjà assez pas banale du tout, voilà. Et après, une fois rentrée dans la vie active, en tant que jeune femme, en tant que femme, elle va vivre une histoire d'amour qui va aussi être pas simple, mais c'est plein de bienveillance. C'est une plume à laquelle je m'attendais pas du tout. C'est quand même assez... En fait, c'est assez poétique parce qu'on nous raconte pas vraiment les événements, on nous raconte plutôt le ressenti des différents personnages, comment ils l'ont vécu, les émotions qu'ils ont ressenties, ce que ça a engendré chez les autres personnes. Voilà, c'est beaucoup du ressenti, des émotions, plus que les faits en eux-mêmes, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en fait dans le roman, il n'y a pas de rebondissement, c'est quelque chose de très simple. On nous explique tout simplement, voilà, la vie de Cléo, ce qui fait qu'elle est comme ça aujourd'hui, qu'elle est cette femme-là, et comment elle peut être avec ses enfants. Donc c'est très touchant, très agréable à lire, ça se lit tout seul. Et je pense que je lirai ces 2 autres romans. Il en a écrit un avant celui-ci et un après. Le premier, c'était Il est juste que les forts soient frappés. Et le dernier s'appelle Le Grand Saut. Donc, je pense pas avoir vu les livres de cet auteur à la médiathèque. Je regarderai quand j'irai demain. Mais voilà, j'aimerais bien au moins lire le premier déjà, c'est long, ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc franchement, c'est... Des fois, on avait même l'impression que c'était une histoire vraie. Alors, je sais pas si c'est le cas ou pas. J'ai essayé de chercher des infos sur Internet, sur l'auteur, mais j'ai pas trouvé. Donc, ça me fait vraiment penser à une histoire vraie, comme si c'était inspiré de sa propre vie. Mais je ne sais pas si c'est le cas, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça donne vraiment cette impression-là. Donc voilà pour ma dernière lecture de ce week-end. Et après, du coup, je l'ai fini dimanche matin. Et après, j'ai commencé celui-ci. J'ai commencé Le Petit Café des Grands Romantiques de Tash Skilton. Alors, Tash Skilton, c'est pas une autrice, mais ce sont 2 autrices. Elle s'appelle, c'est un pseudonyme pour Sarvenaz Tash et Sarah Skilton. Voilà, elles ont écrit à 4 mains ce roman. C'est une comédie romantique chez HarperCollins. L'histoire pour l'instant est sympa, mais alors, par contre le défaut que j'ai qui m'a étonnée, c'est que dans les 100 premières pages, il y avait 4 grosses erreurs de frappe.
Donc c'est pas des erreurs de traduction, c'est vraiment la personne qui a tapé le texte qui s'est trompée, mais grossièrement. À un moment, il manque une lettre à un prénom. À un moment, au lieu de dire soit les, soit des, on a les deux lettres, le D, le L, et après ES. Mais vraiment des fautes énormes comme ça. 4 en 100 pages, je trouve que c'est énorme. Mais bon, après, je connaissais pas spécialement HarperCollins Poche. Je crois que c'est peut-être la première fois que je lis un roman de cette maison d'édition. Donc, je sais pas si c'est fréquent ou pas. Si vous le savez, dites-moi si ça vous est déjà arrivé avec cette maison d'édition, pardon. Et donc voilà, donc c'est une comédie romantique. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminée, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc je vous le dirai dans le prochain journal de lecture. Et enfin, hier après-midi, j'ai reçu notre roman de l'avant de cette année, Mission cadeau nul. C'est chez Ozu. Et c'est écrit par Julien Hervieux et Diego Funk, je ne sais pas. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe des calendriers de l'Avent, enfin des romans de l'Avent. Là il est neuf, donc les chapitres sont encore scellés. Donc vous avez 24 chapitres. Et en fait à chaque fois, au début de chaque chapitre, ils sont scellés. Il faut les ouvrir en bas sur le côté avec une règle ou un cutter pour que ce soit fait proprement. Et du coup tous les jours vous ouvrez votre chapitre et vous lisez les quelques pages. Et donc vous faites ça sur tous. Et l'année dernière, on avait lu un autre. L'année dernière, on avait lu celui-ci avec les enfants, Le Renne mystérieux de Natacha Godot. J'avais bien aimé aussi. Par contre, j'avais l'impression que les deux petits ne comprenaient pas tout. Alors, vu que j'ai 5 enfants, dont 3 qui lisent, on se relaie. Tous les jours, c'est un nouveau qui lit. Donc, on était 4 à lire. Donc, tous les jours, on se relayait. Comme ça fait participer tout le monde. Donc celui-ci, je l'avais acheté d'occasion l'année dernière, donc on n'avait pas eu besoin d'ouvrir les chapitres, ils étaient déjà tous ouverts. Et du coup, cette année, j'ai eu beaucoup plus de mal en fait, j'en avais trouvé, mais ils sont partis trop vite en fait, en occasion, au moment où je les ai vus. Je les ai pas achetés tout de suite, ils sont partis très vite. Donc après, même sur Amazon, il y en avait plein quand j'ai regardé il y a un mois. Au début, je voulais en prendre un pour chacun des enfants. Et ce week-end, quand j'ai voulu regarder, en fait, il restait plus que celui-ci et un autre, mais l'autre me disait rien. Et du coup, j'en avais pas assez pour tous les enfants, donc on fera comme l'année dernière, un seul pour tout le monde. Et tous les soirs, on lira un chapitre chacun à notre tour. Donc là, mission cadeau nul. Tu as été sage cette année? Sinon, tu es peut-être sur la liste de l'usinule, où on fabrique les jouets les plus pourris, les consoles qui plantent, les pulls moches qui grattent, les vélos qui déraillent. C'est ton pire cauchemar? L'usinule l'a fait, juste pour toi. Justement, Noël approche et un enfant a commis la pire des bêtises. Cette fois-ci, les lutins d'élite ne sont vraiment pas contents. Les agents Guy et Ou ont 24 jours pour identifier le coupable, sauver Noël et lui préparer les plus nuls des cadeaux. Donc voilà, j'ai trouvé que le résumé était sympa. Ça devrait, je pense, les faire assez rire. Je crois qu'ils disent à partir de 9 ans. Mais franchement, je pense que ça fera rire tout le monde. Et si vraiment ils comprennent pas, on leur expliquera pour les deux petits. Mais je pense que ça le fera. Ils ont tellement l'habitude qu'on leur raconte des histoires. Et donc voilà. Donc je vais terminer ce journal de lecture ici. Parce que je crois que j'ai déjà beaucoup filmé. Et je vais avoir du montage à faire pour mettre ça dans la semaine. Et ah oui, je suis désolée, je voulais vous faire des bookmas cette année. C'est-à-dire des petites vidéos chaque jour, une par jour jusqu'à Noël pour le mois de décembre. J'avais déjà noté mes idées et tout ça, mais je pense pas que je puisse le faire parce que ça fait déjà 3 semaines qu'une maîtresse est malade. Elle a été plus ou moins remplacée. Et elle aurait dû revenir hier, la maîtresse, mais son arrêt de travail est renouvelé pendant 3 semaines, donc jusqu'aux vacances de Noël, et on ne sait pas si elle va être remplacée. Donc je sens que ça va être chaotique. En plus, là, tout le monde tous à la maison, les virus sont apparus. Donc je crois que ça va être comme tous les mois de décembre depuis 3-4 ans. Je vais avoir tout le temps du monde à la maison, donc je pense pas avoir le temps. Même si je m'y prends en avance, je pense pas avoir le temps de réussir à filmer les 24 vidéos que je voulais faire, même si c'était des vidéos courtes. Je vais quand même essayer d'en faire quelques-unes d'avance, mais voilà. J'espère
que je pourrais vous proposer ça pour le mois de décembre et que ça vous incitera à revenir sur la chaîne et peut-être attirer de nouvelles personnes. Je ne sais pas, j'aimerais le faire mais je vous garantis rien. Et donc voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et un petit pouce. À très bientôt.